واضح الصوت. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très content d'être parmi vous et avec vous. Merci pour l'invitation. Quand j'avais discuté avec Rachida sur le nombre, parce qu'à chaque fois quand on organise un événement, il y a la question du nombre, tu t'attends à quel public et quel nombre. J'ai dit, s'il y a 10 personnes maximum, ça m'arrangerait. Donc l'objectif, avant de commencer l'introduction, c'est vraiment de vous écouter aussi. Donc moi, je vais proposer des réflexions issues de ma recherche en thèse de doctorat, et ensuite j'aimerais bien avoir un échange. Et ce qui me fait davantage plaisir, c'est le fait que la majorité des gens qui sont autour de cette table, c'est des acteurs de terrain. Donc ils ont aussi voilà, cette capacité à confronter ce qu'on théorise dans les laboratoires de recherche avec ce qu'on fait sur le terrain dans nos différentes structures, associations. Surtout que ce que je vais proposer, il brasse l'histoire, donc ça s'inscrit dans une perspective historique. Je reviens sur un siècle de contribution à la fois au niveau de la pensée et au niveau de l'action et l'organisation. Et donc j'aimerais vraiment avoir cette confrontation-là, et je serais heureux de consacrer plus de temps au débat avec vous qu'à la présentation. Donc à partir de là, je peux dire que ce que je vais présenter va tourner autour de 3 grands axes. Donc une petite introduction du contexte général de la rédaction du livre et sa publication. Et ensuite, un premier moment, je vais présenter une brève bibliographie contextualisée de Mohamed Abdou. Donc on répondra à la question qui est Mohamed Abdou. Ensuite, quel est l'essentiel de sa contribution à l'héritage musulman d'une façon générale, mais à la pensée réformiste en particulier. Et on terminera sur comment il continue toujours à influencer sur le penser et l'agir des musulmans, que ce soit en Occident ou ailleurs. Donc voilà un peu les 3 grands thèmes que je vous propose. Donc pour commencer, dans l'introduction générale de l'ouvrage, je vais aborder 3 questions. Donc aux origines de l'ouvrage, je réponds à la question pourquoi j'ai écrit ce livre. Ensuite, la substance de l'ouvrage, de quoi s'agit-il? Et je terminerai par comment j'ai articulé et j'ai structuré mon plan de recherche pour le présenter au grand public. Donc je vais commencer d'abord par le premier point. Donc comme je viens de le préciser, c'est un livre qui s'intitule « Quel bilan pour le réformisme dans l'ère arabo-musulmane ?» Donc je vais le faire tourner, comme ça vous pouvez le voir en même temps. Et c'est issu de mon travail de thèse qui a pris 6 années. Donc c'est à l'Institut d'études politiques de Lyon, à l'université Lyon 2. Donc c'est considéré comme une grande école. Moi, j'ai quitté mon pays il y a 15 ans à peu près, donc je ne m'attendais pas à me retrouver dans ce lieu. Et ça confrontait directement au néo-orientalisme. On connaissait l'orientalisme dans les livres. J'avais déjà lu qu'il y avait eu un passage entre ceux qui se consacraient à la culture arabe musulmane et les textes anciens. Ça, c'est la démarche classique. Et ceux qui s'intéressent plutôt au mouvement dit islamiste, c'est-à-dire les nouveaux sociologues, les anthropologues, les politologues, etc., comme Vincent Gesser, Gilles Kepel, Olivier Roy. Et donc, j'ai été confronté à ces gens-là. Donc, les néo-orientalistes, on peut les appeler comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours la continuité de l'objet, c'est l'Orient, mais il y a une différence dans la démarche. Eux, ils disent on n'est plus dans la vision colonisatrice, parce qu'il y avait de ça un peu dans l'orientalisme, mais on est plutôt dans l'étude empirique de ce qui existe sur le terrain et non pas dans les fantasmes imaginaires des gens et dans les livres. Parce qu'entre les livres et ce que les gens vivent, parfois il y a un décalage, il y a de la récupération, de l'instrumentalisation, des stratégies, des enjeux. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, donc j'ai un objet de recherche, je vais travailler sur quoi? D'aucuns disent que c'est le hasard, pour moi c'est le maktoub, donc ça dépend comment on se situe. Allah il a fait en sorte que je rencontre lors de mes études en Master 2, ici à Paris, le professeur Adil Houari. Donc c'est un sociologue franco-algérien, spécialiste du Maghreb en général, et du rapport, on va dire, entre nationalisme et islamisme, et en Algérie en particulier. Et donc dans les débats en cours, à chaque fois, il était question de l'analyse du Maghreb, et il citait beaucoup Geertz. Clifford Geertz, il a travaillé sur le Maroc et sur l'Indonésie. Il avait comparé entre l'exercice, le vécu de l'islam et sa compréhension dans les 2 sphères, pour justement d'un point de vue anthropologique. Et donc il était beaucoup de questions dans le cours, de ces questions sur l'islam. Et on parlait, moi je participais beaucoup à son cours, et je viens le voir à la fin d'un cours, je lui dis, Monsieur Addi, j'aimerais bien continuer ma thèse de doctorat avec vous. Est-ce que vous pouvez me
me proposer voilà, des sujets de recherche. Il m'a dit, toi, tu penses à quoi? J'ai dit, je pense à l'Algérie. Comme je suis d'origine algérienne, je connais un peu le système. Après, j'ai compris que je ne connaissais pas du tout le système. Et j'aimerais bien faire une étude fondée pour pouvoir, voilà, parce que j'étais aussi un acteur sur le terrain, prendre des positions en connaissance de cause. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas dire davantage sur le système algérien? Il y a les généraux qui détiennent tout. Il y a un accaparement de la richesse et du pouvoir, à la fois matériel et symbolique. Qu'est-ce que tu peux dire davantage? Et ils font une démocratisation de la scène à la fois publique et idéologique pour pouvoir trouver une entente, un consensus national sur une entente qui regroupe tous les Algériens pour faire le point sur le drame qui vient de se passer. Donc, par rapport aux années 90, il faisait allusion à ce qui se passait là pendant la guerre civile, on va l'appeler comme ça. Et c'est tout. Par contre, les sujets que tu as l'habitude de relever, on a eu des discussions à propos de ces sujets-là, il est intéressant de les creuser un peu. Je lui dis lesquels, il m'a dit sur le réformisme, parce qu'à chaque fois quand on parle, on constate la décadence qui existe, il n'y a pas un issue, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et généralement, ceux qui veulent faire quelque chose, c'est les gens qui veulent réformer la situation, ils veulent voilà, la transformer, etc. Et donc, faire un travail sur ça. Je lui dis, ça m'intéresse. C'est vrai que moi, je voulais prendre l'exemple algérien comme étude de cas, mais j'avais ça en tête. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'appartiens à une génération, et moi, je situe clairement, ça c'est un point méthodologique, ma pensée dans une démarche dite générationnelle, c'est-à-dire que je constate qu'on vit dans un moment historique, un tournant, où il y a deux générations. Une génération qui va partir à la retraite, en général, elle a essayé de faire un certain nombre de choses, et une nouvelle génération émergente. Et on est dans ce l'entre-deux tours. Vous voyez, comme les élections présidentielles, on ne sait pas trop. Donc on peut bouger dans les deux sens. Et donc là, que ce soit en Occident ou ailleurs, on est dans un moment où on s'attend à une bifurcation, on va dire, à la fois sur la pensée, sur l'organisation et l'action, où les grandes idéologies sont en train de s'effondrer. Je pense, parce que je parle de l'ère arabo-musulmane, au libéralisme, au gauchisme d'une façon générale, donc la gauche, à l'islamisme, je vais l'appeler comme ça, même s'il faut déconstruire un peu le concept pour voilà, voir ce qu'il y a derrière, et le qawmiya al-arabiyya, le panarabisme arabe, on va dire ça comme ça. Le panarabisme, pardon. Et du coup, donc, il n'y a plus de sens. Et on voit dans la scène publique, il y a des acteurs qui essayent de faire quelque chose, qui se réclament de ces idéologies-là, mais il n'y a pas une mobilisation citoyenne. Ils n'arrivent pas à accrocher les gens pour les mener vers un véritable processus de changement, parce qu'on sait que dans nos pays d'origine, on va dire ça comme ça, il faut voilà, mesurer entre aller vers une révolution qui peut tout détruire, parce qu'on ne peut pas encadrer et cadrer les aspirations du peuple qui sont légitimes, pour plus de dignité, plus de liberté, etc. Parce qu'il faut cadrer à un moment donné, ça peut dégénérer, on a quelques cas en Syrie, en Libye, quand il n'y a pas une vraie société civile, il n'y a pas une vraie volonté du pouvoir, etc. On voit très concrètement que ça peut être néfaste. Même si on a toute la sympathie avec le peuple qui réclame un certain nombre de droits. Et en même temps, il y a un autre problème, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui elle déteste la politique. Elle s'en prend aux politiques en général, au symbole du pouvoir, mais en même temps, en se disant qu'on est apolitique. C'est ça un peu la contradiction. C'est-à-dire, on fait de la politique. Le fait de dire que je ne fais pas de politique, c'est de la politique. C'est conscient, c'est une position. Et du coup, à partir de là, j'ai dit, c'est vrai, au lieu de s'avancer, c'était ça pendant la thèse de travail, comment j'ai conçu mon objet de recherche, au lieu d'avancer comme ça, il faut réfléchir sur le passé. On n'est pas les premiers, parce que vous savez, quand on est jeune, on a toujours la prétention de commencer tout dès le début. Ça, c'est un problème, c'est le syndrome de la jeunesse. Et donc, on a dit, on ne va pas recréer la roue. Que faut-il faire? Il faut faire le point, déjà, un bilan. S'impose. Il y a un siècle que les premiers réformistes ont proposé un certain nombre d'idées, ils ont mené des actions sur le terrain. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, s'asseoir pour dire, après 100 ans, on peut dire qu'ils avaient largement le temps pour accomplir leur mission, leurs objectifs? Vous savez, quand on crée une organisation, on lance quelque chose, on a un temps pour la mettre en place. L'installation, ensuite l'institutionnalisation, pour voir les fruits. C'est normal. Et donc, 100 ans, dans les études
d'une façon générale historique, mais particulièrement en sciences politiques et en stratégie, on sait que à partir de 50 ans, on peut faire déjà un premier bilan. On appelle ça les bilans d'étape. Je parle des nations, de la construction des nations, hein, pas des partis politiques ou des organisations. Une organisation, à partir de 10 ans, elle peut faire le point. Sur 30 ans, elle peut faire vraiment savoir est-ce qu'elle va aboutir ou pas. Là, on reste jusqu'à 80, jusqu'à 100 ans pour les organisations, parce qu'il n'y a pas un vrai dynamisme et la critique n'est pas encore suffisamment intégrée dans les structures et les mentalités surtout. Et donc voilà, l'objectif principal était de faire ce point. Quand je voulais faire ça, j'ai trouvé une littérature abondante. Moi, j'étais arabophone, donc il fallait que je me perfectionne un peu en français. Je connaissais un peu l'anglais aussi, donc j'ai lu en anglais, en français, en arabe, et j'ai vu qu'il y avait énormément de choses sur le sujet. Et tout doucement, donc, j'ai commencé à déceler un certain nombre de choses, une problématique qui commence à jaillir, mais je n'arrivais pas vraiment à la saisir pour commencer le travail. Et donc, j'allais abandonner à maintes reprises. Mais après, au fil de mes lectures, j'avais compris qu'il y avait un angle d'attaque qu'on n'a pas encore abordé. Généralement, j'ai trouvé, je vous fais un peu le tableau général, ça c'est le troisième point. C'est après la thèse, je peux dire ça. Hein. Donc tout ça, j'étais sur le tas. Vous imaginez, j'avais pas tout ce recul. Donc là, ça fait 3 ans. Donc j'ai pris du recul par rapport à ma propre pratique de recherche. Donc je la partage avec vous. Et donc dans ma tête, j'avais constaté la chose suivante. J'ai dit, j'ai trouvé deux grandes tendances. La première tendance, c'est celle qui va dire essentiellement, c'est aujourd'hui un échec qui est partagé par les tendances, toutes les tendances. Un échec de la réforme. Comment on l'explique? C'est parce que il y a eu la colonisation. À cause de la colonisation, on a eu un retard historique, donc premier élément de réponse, et donc on n'a pas pu vraiment moderniser à notre façon, selon notre culture, nos traditions, notre spécificité. La pensée, on n'a pas pu la moderniser, l'État, on n'a pas pu le moderniser, la société, on n'a pas pu la moderniser. Premier élément de réponse, première tendance. La deuxième tendance, c'est celle qui va prétendre que certes, il y a un échec, mais la raison, elle n'est pas exogène. Ce n'est pas à cause du colonialisme, mais elle est endogène. C'est à cause du despotisme à l'intérieur et de la corruption. L'istibdad ou le fasad, en gros. Et donc, à partir de là, c'est un peu dans la continuité de ce que Melk Ben Nabi avait théorisé sur le qabiliya lil-istimar, la colonisabilité. C'est-à-dire, il dit le problème n'est pas dans la colonisation, mais dans le fait qu'il y a beaucoup de manquements chez nous qui ont permis historiquement cette colonisation. Donc, il faut commencer d'abord par soi. Ça rappelle un peu le verset coranique min indi anfusikum. Et donc ça, c'était la deuxième tendance. Et ensuite, donc, il y a du vrai dans les deux. Et moi, j'ai appris, dans l'approche sociologique notamment, et par les apports d'Edgar Morin avec la pensée complexe et tout ça, qu'il n'y a pas un seul élément de réponse. Forcément, si on parle de l'être humain dans son environnement, il y a un écosystème, c'est complexe, donc il y a plusieurs portes d'entrée. Et donc j'ai dit, dans ma démarche, je vais intégrer les deux. C'est-à-dire une analyse du contexte externe, mais les raisons internes et ce qu'on appelle le masarat thaqila lit-tarikh, c'est-à-dire les grandes tendances historiques de l'histoire qui ont mené à cette situation-là. Et à partir de là, donc une troisième voie émerge et je me lance dedans. Pour ce faire, j'étais démuni. Moi, à la base, ça c'est l'anecdote un peu, je suis sociologue, politologue de formation, j'ai l'habitude des enquêtes de terrain. Champion du monde du questionnaire, l'entretien semi-directif, etc. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je traite d'une façon qualitative ou quantitative les données, donc j'ai les tableaux devant moi, je commence à les analyser, voilà, je sors avec des formules, des idées. Alors que là, on parle de la pensée, de l'idéologie. Et dans le réformisme, le père fondateur du réformisme, là j'en viens à Mohamed Abdou, qui était le personnage central parce que c'est le théoricien. Donc Jamal Din Afghani, c'est le premier qui a commencé, mais c'est plutôt un militant. C'est-à-dire ce qu'il a laissé derrière lui sur le plan de l'écrit, parce que nous on travaille plutôt sur des textes, quand c'est historique, c'est plutôt, il a fait des organisations, il a formé un certain nombre de gens, il a pris position, mais les écrits, il y a plus en perse qu'en arabe déjà. Et il n'y a pas beaucoup de théorisation de ce mouvement. Mohamed Abdou, quand il avait pris ses distances, il a pu faire ce travail-là. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec le travail de Mohamed Imara. Donc il a fait la compilation de l'ensemble de l'œuvre de Mohamed Abdou, l'œuvre complète, l'Amal Kamila, avec 5 tomes. Donc vous imaginez, dans chaque tome à peu près, la moyenne elle est de 400 pages. Donc c'est vraiment une littérature très riche. Et donc, après les discussions avec le directeur de thèse, il me dit, voilà, Ramzi, il est évident qu'il faut commencer par Mohamed Abdou.
Et donc à partir de là, j'ai essayé de construire en substance quelque chose qui va essayer, donc c'était un peu l'exigence que je m'étais fixée dès le début, une valeur ajoutée dans ce domaine-là où il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Donc il fallait vraiment apporter quelque chose, sinon ça va être de la redondance, de la répétition, du réchauffé, ça ne sert à rien. Et donc là, je passe au deuxième point justement, où je vais répondre à la question quoi ? Comment j'ai construit mon ouvrage, donc ça sera la troisième partie, mais là c'est vraiment la quintessence, l'essence même, le contenu même de mon ouvrage sur le plan de la réflexion. Donc là, je vous propose trois éléments vite fait. Donc une problématique, donc la question centrale que je m'étais posée est la suivante. Aujourd'hui, on constate très clairement que dans l'histoire, les musulmans ont pu participer aux inventions, ils ont pu apporter à l'humanité entière. Donc toute réflexion islamico-islamique ne sert à rien dans un contexte de globalisation. Donc, première prise de conscience, on vit dans un monde globalisé, donc rester dans son approche tunisienne, algérienne, marocaine, franco-française, irlandaise, ça ne sert à rien du tout. Si on veut apporter à l'humanité, c'est un peu mon ambition donc, de participer, de par ma tâche bien sûr et mon rôle, dans cette évolution, cette élévation, ce dépassement humain qui répond aux problématiques de notre époque à partir de nos références, mais tout en étant ouvert sur l'ensemble des références proposées par l'humanité, qu'elles soient cosmiques ou humaines. Et je pense là bien sûr à nos références au Coran et à la centralité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il peut apporter en matière de réflexion notamment et d'action. Et donc, je me suis posé la question suivante. Il y a deux éléments. Comment je peux expliquer le retard dans lequel on est en train de vivre, déjà dans l'ère arabo-musulmane, mais plus généralement, comment on peut expliquer la crise de l'humanité? Autrement dit, y a-t-il dans le bilan qu'on va faire du réformisme des explications, des tendances, des choses immuables qui vont m'aider à expliquer l'ensemble de ce que l'humanité est en train de traverser dans le XXIe siècle? Parce que, figurez-vous, j'ai constaté aussi de par mes lectures qu'il n'y a pas une crise profonde qu'au niveau de l'ère arabo-musulmane. C'est toute l'humanité qui passe par cette crise-là de sens. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le capitalisme financier a pris le dessus, et donc il y a la matérialité, le matérialisme qui était là installé, et même les deux idéologies qui étaient en train de se bagarrer par rapport au sort de l'humanité et son devenir, on avait le communisme d'une part et le capitalisme de l'autre. Et tous les deux sont des approches matérialistes, si vous l'avez constaté. On a le matérialisme historique, le Maddiya Tarikhiyya de Marx, comme socle idéologique et d'analyse et de propositions essentielles. Et pareil pour le capitalisme, donc on a les premiers libéraux et les néolibéraux, mais les capitalistes financiers, qui ont l'intérêt et ce qu'on peut théoriser par le mot qui a été utilisé par beaucoup d'économistes, le profit. Donc là, d'une part, on a un être humain qui a été réduit à sa matérialité dans le marxisme, et de l'autre, on a un être humain qui est cupide, qui ne cherche que le profit. Donc on a déshumanisé de part et d'autre l'être humain, et on est perdu entre les deux. Et donc en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de voir, l'absence du sens, l'inversion de la hiérarchie des valeurs, etc., c'est la conséquence directe de cet affrontement idéologique. Le problème, c'est que même l'islamisme contemporain, qui a essayé de proposer, entre parenthèses, comme une alternative au-delà, ceux qui l'ont porté, généralement, ils ont été, d'une façon ou d'une autre, influencés par ce matérialisme-là. Et d'ailleurs, on le voit quand on a voulu proposer pour ce qu'on appelle les partis islamistes programmatiques, donc je pense à l'Adala Outanmiya au Maroc, à Hims, Harakat Mujtama al-Silman en Algérie, Nahda en Tunisie, etc., les frères musulmans de façon générale et leurs tendances, qu'elles soient affiliées ou non d'ailleurs, c'est pas ça la problématique. Généralement, dans leur programme, c'est la traduction de ce que la social-démocratie a proposé. Moi, j'ai fait une petite recherche, je ne l'ai pas encore publiée, sur des programmes politiques avec lesquels ils participaient aux élections, où c'était presque du copier-coller du programme du Modem, du Parti socialiste, de ce qu'on appelle le centre-gauche, le centre-droit, représenté par Macron aujourd'hui. Et donc, c'est cette idée-là qu'on a repris. Pourquoi ils ont dit il y a les deux à la fois? Il y a certes du capitalisme, donc l'économie de marché, et en même temps, il y a un côté, on va dire, social, solidarité, partage des richesses. Donc, et comme vous mettez l'i'tidal wal wasatiyya, donc le juste milieu, donc il n'y a pas mieux. Donc, on est entre les deux, donc on ne tranche pas. On n'est pas là, on n'est pas là-bas, et du coup, et donc on copie.
Et donc, du coup, c'était ça la problématique. C'est comment on peut expliquer cette décadence dans les deux univers de référence qui dominent aujourd'hui, que ce soit dans l'ère arabo-musulmane ou en Occident. Et à partir de là, je me suis dit, d'accord, donc très concrètement, l'hypothèse que je vais formuler, c'est de dire, en fait, le problème n'est pas uniquement dans la colonisation et dans le capitalisme financier, et le problème n'est pas forcément dans le déni de démocratie à l'intérieur, le despotisme, etc., y compris en Occident, parce qu'on parle de perte de démocratie, etc. On le voit avec le 49-3. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais même ici, on souffre un peu de démocratie pour certains. Aujourd'hui, on parle même d'une crise de la démocratie représentative en sciences politiques. Dans quelle mesure et jusqu'à quel point un député peut vraiment représenter les citoyens, tout en sachant qu'il y a des lobbies. Ces lobbies-là, et c'est des prédateurs, à un moment donné, ils vont essayer de le corrompre. C'est un être humain, il a une famille, il a un enjeu, une carrière, et donc il va céder à la pression. Et donc, voilà, une certaine gauche a commencé à proposer des choses comme le référendum révocatoire, etc. Donc, à mi-mandat, on peut les révoquer pour proposer quelqu'un d'autre. Donc voilà, pour que je ne m'éloigne pas trop, très clairement, la problématique et l'hypothèse que je me suis fixée, elle essayait de répondre dans ce contexte globalisé. Donc c'est un premier point, si vous voulez retirer de ma présentation aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on vit dans un contexte globalisé. Toute réponse partielle, géographiquement ou intellectuellement, qui ne prend pas en compte cette globalité de la chose, elle ne va pas servir à grand-chose. Alors que si nous, on a j'allais dire la prétention ou bien la volonté de participer significativement au sort de l'humanité et pour un monde meilleur, il faut vraiment prendre ça en compte. Comment, maintenant, j'ai décidé de travailler? Donc j'ai dit, j'ai une partie historique, une partie plutôt récente. Donc pour la partie historique, c'est les travaux de Mohamed Abdou, je vais essayer de les analyser, les remettre dans leur contexte, et à partir de là, je vais essayer de voir les conséquences sur le plan idéologique, organisationnel et de l'action quotidienne en politique, dans la politique, dans le social et dans le culturel, par les différents mouvements en place. Et pour analyser cette deuxième phase, donc la première c'était pour la méthodologie, l'analyse historique des documents, l'analyse du contenu, on l'appelle comme ça dans le jargon technique. La deuxième partie c'était vraiment partir des crises que les mouvements à la fois séculiers, dits modernistes, le hadathiyin en général, ou islamistes sont en train de vivre aujourd'hui. Et donc j'ai fait les deux. Donc si vous voulez, ma thèse, elle est en 306 pages. Ça a été retravaillé, bien sûr, ça c'est un premier tome. Un deuxième tome, je vais le, Inch'Allah, publier bientôt, dans 4 ou 5 mois, ça va sortir. C'est la continuité de ça. C'était pour, voilà, en deux étapes. Premièrement, c'est plutôt de la philosophie et de l'histoire politique et intellectuelle sur le mouvement réformisme. La deuxième partie, c'est de la sociologie, de l'anthropologie sociale et politique des mouvements séculiers et islamistes. Comme ça, j'ai distingué entre les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de publier en 2 temps, vraiment pour marquer cette différence-là. Il y a certains liens, c'est une continuité, mais il y a 2 moments historiques. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y a même des gens qui sont en train de remettre en cause le lien qui peut exister ou qui pourrait exister entre une pensée d'un Mohamed Abdou et les mouvements islamistes et séculiers présents aujourd'hui. On se réclame de son héritage, mais concrètement, on a eu 2 mouvements contradictoires qui se sont entretués. Donc, c'est comme si moi je dis, c'est Hatem est là, donc je vais le prendre comme exemple. En fait, ma pensée, c'est la continuité de Hatem. Après, l'akhi va dire, et ma pensée, c'est la continuité de Hatem. Sauf que lui, il est à droite, et moi je suis à l'extrême droite, et moi à l'extrême gauche, ou le contraire. Donc, ou bien il y a 2 Hatem, il n'y a pas un seul Hatem, ou bien il y a à un moment donné, on a essayé d'instrumentaliser, de récupérer chacun à sa sauce, et donc on n'était pas dans une logique de continuité ou de rupture, on était dans une logique d'instrumentalisation d'une œuvre et d'un intellectuel. Donc voilà un peu les problématiques. Donc après, ça m'a pris 6 années. Il fallait que je me penche sur 3 domaines, et je termine par cette partie-là, et on rentre dans les 3 parties dont je vous ai parlé. Donc, Mohamed Abdou, j'ai découvert qu'il était à la fois en politique journaliste, fréquentant les francs-maçons, beaucoup publié dans les journaux de l'époque, etc., un militant de terrain et un intellectuel. Et en même temps, c'était le grand moufti d'Égypte. Donc si je prenais que la casquette, on va dire, sociale et politique, je vais mettre de côté tout un héritage d'ordre théologique et philosophique. Sauf que moi, ma formation est à la base, comme je vous ai dit, je suis un sociologue. Donc il fallait que je me forme. Non seulement je me perfectionne en français, parce qu'il fallait l'écrire en français, mais en même temps, il fallait maîtriser les sciences islamiques traditionnelles.
Et donc, je me suis tapé 6 années à refaire les sciences du Coran, les sciences du Hadith, al-fiqh, al-usul al-fiqh, ayat al-ahkam. Je vous parle des détails, c'est-à-dire l'ensemble il y a 11 matières en général, mais partagées en 3 grands socles. Donc, il y a les sciences des sources, c'est comme ça que je les appelle moi, donc Coran et Sunna, sciences des Hadith et sciences du Coran. Ensuite, il y a tout ce qui est jurisprudence dans les différents domaines. Mais le fiqh, c'est le père de toutes ces sciences-là, parce qu'il y avait un État et donc il fallait produire tout ça sous la forme de loi. D'ailleurs, on parle même de l'obésité de le fiqh. Le fiqh est devenu tellement obèse qu'il faut le dégraisser un peu. Donc, la règle juridique a pris le dessus sur la spiritualité, le sens. Et donc, on est devenu en quelque sorte aussi matérialiste, pour reprendre ce que j'étais en train de dire au début. C'est comme ça que ça s'est... Parce que vous savez, hein, la loi, elle est plate, dure, têtue. Il n'y a pas le côté humain, quête, dépassement, etc. Et ensuite, il y avait la partie méthodologie, bien sûr, usul fiqh, pour réfléchir sur tout ça, et tasawwuf, où on appelle ça aussi ulum suluk. Donc il y avait un premier socle, ça m'a pris beaucoup de temps pour le maîtriser, surtout que les savants n'étaient pas tous d'accord entre eux. J'ai découvert un peu l'héritage, et que ce qu'on avait présenté comme ijma' n'était pas forcément l'ijma', et que même sur les sources on n'est pas d'accord, et on dit le Coran est le plus important que le Sunna, mais concrètement, le Sunna était toujours plus importante que le Coran. Etc., etc. La question de la faim, catastrophe. La question politique, triple catastrophe. Voilà, on acceptait tout, n'importe quoi. On peut tout justifier au nom de la justice et au nom de Dieu. Donc, vous voyez, donc, il y avait les états d'âme. J'en pleurais parfois. Je suis un chercheur, mais je suis un être humain. J'étais choqué par certains. Des gens qu'on avait à un moment donné présentés comme réformateurs. Je découvre qu'il n'y a pas pire traditionnaliste que ces gens-là dans leurs propos, etc., etc. Donc ça, c'est le côté, on va dire, psychologique. Mais je ferme la parenthèse. Il y avait une douleur hein, dans ce travail-là. C'était douloureux. Mais on apprend beaucoup de choses, alhamdoulilah. Et à partir de là, il y avait un troisième, le deuxième, donc ça c'était traditionnel. Le deuxième socle, c'est les orientalistes, comme je vous ai dit. Donc j'étais dans une grande école. En France, généralement, on est universitaire, donc j'ai cette casquette-là. Et je prétends que ce travail-là, qui a été validé, bien sûr, par des professeurs, tous habilités à diriger des recherches, est un travail d'abord scientifique. Donc, c'est-à-dire j'ai pris une distance par rapport à ma propre condition, si vous voulez. Parce que j'émane un peu de ce milieu-là, donc voilà, il fallait prendre le temps de la réflexion par les instruments méthodologiques pour pouvoir faire ce travail-là. Et donc, il fallait maîtriser l'ensemble de ce qu'on appelle l'islamologie universitaire. Donc ça, c'était le deuxième socle. Donc il y avait les sciences islamiques traditionnelles, l'islamologie universitaire, donc c'est les travaux de Abdallah al-Arwi, al-Jabiri, Mohamed Arkoun, ceux qui se disent historiens de la pensée islamique. Donc voilà. Pour moi, c'est des néo-orientalistes. Ensuite, donc, ils ont pas mal d'outils, notamment de la déconstruction historique, comment critiquer. Ça m'a beaucoup apporté. Mais j'ai vu vite fait la limite. Parce que ça déconstruit, ça ne reconstruit pas. Dans le dernier chapitre, quand je voulais proposer quelque chose, j'étais limité. J'ai compris même que les sciences humaines et les sciences sociales ne servent pas à ça. Il faut une religion, une philosophie pour construire. On n'a pas besoin de science. En fait, la science, elle répond au comment, elle ne répond pas au pourquoi. Ça, c'est une critique fondamentale de la modernité plus généralement et de l'épistémologie particulièrement. Bref, donc ça, c'était le deuxième socle. Le troisième socle, la philosophie et l'histoire des sciences. Parce que j'ai dit, moi, dans mon hypothèse, que ce n'était pas que l'exogène, ce n'était pas que l'endogène, donc c'était dans la pensée même de Mohamed Abdou. Et donc, sur la pensée, on est sur les problématiques de la connaissance, comment construire la connaissance, comment on produit les idées, comment les idées vivent, parce qu'ils ont un socle de vie. Et là, j'ai découvert, ça je partage ça aussi avec vous, Melk Ben Nabi, il avait dit, en fait, quand il y a une idée, pour la valider, il faut 2 critères. As-sihha wa as-salahiyya. Donc il faut qu'elle soit juste, dans le sens où elle est conforme, pour reprendre le jargon technique, et elle doit être valide ou valable. Elle sert à quelque chose. C'est comme un médicament, donc on le met sur le marché, et il y a une date d'expiration. C'est-à-dire si tu vas consommer ce médicament qui est censé soigner après la date d'expiration, ça devient un poison. Donc il y a des idées toxiques. Il parle d'ailleurs des idées mortifères. Il dit al-afkar al-mayita ou al-afkar al-mumita. Et donc moi je pense, ça c'est une autre hypothèse, c'est mes recherches actuellement, qu'aujourd'hui si on souffre comme ça, c'est parce qu'on est en train de consommer un médicament périmé. Voilà, au niveau des idées, au niveau idéologique. Et donc du coup on a du mal à digérer, etc. On a tous ces, vous voyez, les lois, mariage sur tous, pour tous, pardon, etc. Donc c'est un peu la déviation de tout ça. On est sorti, on continue à déshumaniser l'humain.
Et donc voilà, ça c'était le troisième socle. Donc ça m'a pris 3 ans à peu près. Et tout au long, donc j'étais en train de perfectionner mes études. Très concrètement, comment j'ai articulé tout ça. Donc c'est le point que je vous présente là dans la structuration. C'est dans ce livre-là, c'était 4 chapitres. Le premier chapitre, donc j'ai dit, il faut parler de Mohamed Abdou parce qu'une pensée n'est pas désincarnée, elle est forcément incarnée. Donc qu'est-ce qui a fait que Mohamed Abdou, à un moment donné de l'histoire, il a produit cette pensée politique, cette pensée sociale et cette pensée religieuse. Donc c'est les 3 grands domaines dans lesquels il avait contribué. Ensuite, un deuxième chapitre, je me suis penché sur la politique. D'abord, il avait commencé par ça, donc j'ai pris ça dans la chronologie historique. Mohamed Abdou, comment il est passé d'un homme d'action à la pensée, la nécessité de la pensée. Parce que souvent, quand on est dans les mouvements associatifs, on entend parler le terrain c'est le plus important, il faut être présent, il faut faire quelque chose, quelles sont tes actions, le bilan d'action, le plan d'action, etc. Et on ne réfléchit pas, on ne prend pas le temps de réflexion. Donc Mohamed Abdou, il était dans cette démarche-là et je me suis interrogé pourquoi à un moment donné il a décidé de s'asseoir, d'observer et de conceptualiser, de théoriser, de proposer une pensée. Il a continué toujours à exercer, bien sûr, mais il y avait ce recul-là pour penser les choses. Ensuite, il y avait la partie sociale. Donc, elle était liée, bien sûr, à la présence étrangère, parce que Mohamed Abdou fait partie de cette génération. Il est né en 1849, donc fin du 19e siècle, début du 20e, il est mort en 1905. Et du coup, il a assisté au début de la colonisation. Donc, très tôt, l'Algérie en 1830. Ensuite, on a eu l'Égypte en 1882 et ensuite la Tunisie en 1883. Donc, il a vécu tout ça. Comment il y avait l'Empire ottoman, il commence à se dégrader petit à petit, il voit les étrangers s'installer. C'était pas de la théorie pour lui, du coup. Et donc, comment il s'est positionné par rapport à ça. Et ensuite, quand il a vu la condition sociale des gens qui travaillaient, les travailleurs, parce qu'il y avait les grandes villes, les grandes métropoles, notamment au Caire, là aussi est installé, etc. Il y avait la condition sociale, comment il a pu agir avec ça. Il y avait une autre problématique, le capital et le travail. Comment aussi, il avait des fatwas novatrices sur ce sujet-là. La femme, qui était en quête de liberté à l'époque, et il avait fréquenté un club de réflexion. C'était un club appartenant à la loge maçonnique Kawkab Sharq de l'époque, dans laquelle il y avait tous les présidents égyptiens, de Jamal Abdel Nasser en passant par Sadat. On a jusqu'à Sisi. Ils sont tous membres de Kawkab Sharq. Elle est très connue au Caire. Elle est d'obédience française. Parce qu'il y a en France le Grand Orient de France, si vous le connaissez. Et donc, il y avait à l'époque les penseurs libres. Dans les différentes métropoles, ils ont ouvert des loges. Et même la reine était même grand maître de l'équivalent du Grand Orient de France en Égypte. On a même ça c'est documenté historiquement, hein, je n'invente pas des choses. Mohamed Abdou n'avait pas adhéré directement, mais il les fréquentait dans le Parti national libre avec l'Afghan et tout, mais il a toujours pris ses distances. On ne sait pas pourquoi. Lui, il n'avait pas expliqué ça. Moi, j'ai cherché historiquement, mais j'ai une hypothèse, c'est le fait qu'il était à l'Azhar, il voulait prendre l'Azhar. Et donc, il ne voulait pas vraiment être étiqueté franc-maçon, pour ne pas avoir la résistance auprès des chouyours, etc. C'était voilà, un bâton voilà, qui est tendu, qui ne sert à rien du tout, donc il fallait l'empêcher. Mais il a beaucoup fréquenté ces gens-là, tout en rappelant que c'était avant Belfort et ce qui s'est passé en Palestine. C'est-à-dire avant l'alliance stratégique entre la franc-maçonnerie et le sionisme international. C'était avant ça. C'est-à-dire à l'époque, un franc-maçon, c'était comme aujourd'hui, on dit un réformateur. C'était des gens qui voulaient penser librement, ils voulaient critiquer, plutôt modernes, ouverts sur les sciences, voyageaient beaucoup, ils n'avaient pas de problème avec les chrétiens, avec les coptes par exemple en Égypte. Voilà, ils fréquentaient les clubs, les cafés. C'était ça un franc-maçon, hein, c'est voilà, des intellectuels branchés, entre parenthèses. C'était pas du tout l'idée qu'on a aujourd'hui, une partie mafieuse, corruption en catémini, etc., parce que c'est l'idée qu'on a, et une autre partie plutôt sioniste, contre la volonté des peuples, l'oppression, des élites mondialisées qui contrôlent le monde financier notamment, etc. Il y a des fantasmes aussi là-dessus, mais bon, il y a aussi du vrai. Parce que les multinationales, ça existe. Et les planifications et les plans à long terme, ça existe. Donc c'est pas forcément être amara pour dire, en disant ça.
Et donc voilà, j'ai découvert ça aussi de Mohamed Abdou. Et pour terminer, l'essentiel de sa contribution. Donc dans ce premier ouvrage, je voulais dire et restituer vraiment dans le contexte les propositions centrales, les plus importantes, les plus pertinentes de Mohamed Abdou. Et donc c'est ce que je vais vous présenter vite fait. J'ai pris le temps de m'étaler parce que moi j'attends aussi voilà, le débat entre nous. Mais le plus important pour moi, c'est de situer la pensée dans l'histoire. Pour dire aujourd'hui, ça c'était la condition de Abdou. Il ne s'agit pas du tout de reproduire ça. Parce que j'avais des discussions avec des amis, alors donc il faut suivre Mohamed Abdou alors. On a toujours cette. C'est comme Mehdi al-Montadar, vous voyez, donc on attend quelqu'un, et quand on ne le trouve pas avec nous, on va chercher dans l'histoire. Et donc, au Qacha, on va essayer de s'en tenir à ce qu'il avait dit. Ce n'est pas du tout l'objectif de mon ouvrage. C'est juste de dire, avant nous, il y a des gens qui ont essayé de faire quelque chose. Cette chose, elle avait des conséquences très concrètes. Ils ont essayé d'améliorer pas mal de choses. Donc il y a eu des réalisations, il ne faut pas les nier. Moi, je ne suis pas dans la table rase, voilà, tout changer, etc. Non, mais il faut être juste lucide et conscient. Et vraiment faire la part des choses. Il y a des choses qu'il faut valoriser, mais il y a des choses, il y a des limites. Moi, je les appelais comme ça, les limites du réformisme. Donc quelles sont ces limites-là? Mais en même temps, je ne peux pas prétendre critiquer quelqu'un que je n'ai pas pris le temps de vraiment étudier sa vie et son œuvre. Scientifiquement, on ne peut pas faire ça. D'où l'importance de ce premier ouvrage pour situer la pensée de Mohamed Abdou. Maintenant, on va aller directement dans le deuxième point. Donc, qui est Mohamed Abdou? Donc, je vous ai proposé ce schéma-là que vous pouvez trouver à la fin du premier chapitre. Ça résume en fait 35 pages. Mais l'idée, c'est, enfin, sur le plan méthodologique, on appelle ça la systémique. Donc, la systémique, très concrètement, c'est quand tu dis il y a des entrées, il y a des sorties. Mais pour qu'il y ait ces sorties-là, il y a une boucle, une boîte noire à l'intérieur dans laquelle il y a un certain nombre d'interactions. Et donc, je me suis posé la question, quelles sont les sources d'influence de Mohamed Abdou? Comment ils ont interagi ensemble pour nous donner justement en output, en sortie, l'œuvre et la contribution de Abdou, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine social ou dans le domaine religieux, mais en même temps dans un écosystème général, lequel était partagé sur trois niveaux. Un contexte de la Basse-Égypte où il a grandi quand il était petit, donc son enfance, la vie familiale et les origines socio-culturelles. Un deuxième contexte national de l'Égypte qui était confronté à des bouleversements à la fois au niveau politique, au niveau social, mais aussi avec la présence étrangère, et qui fait le lien avec le troisième contexte, le contexte international de l'époque, où il y avait la chute, un peu le début de l'homme malade de l'Empire ottoman, la dégradation, et en même temps l'émergence du nationalisme. Dans un contexte où il y avait le colonialisme dominant et le capitalisme triomphant, accompagné par une idéologie nouvelle qui prétend proposer à l'humanité en général la prospérité, le progrès, l'accomplissement de soi, etc., etc. Donc comment le jeune enfant Mohamed Abdou, qui est né à peu près au mois d'avril 1849, en Basse-Égypte, dans une famille de paysans, c'était Ibn Fallah, son papa était plutôt agriculteur, à la fin du règne de Ali Bacha, en Égypte, avec une certaine tentative de modernisation des écoles de l'époque, mais surtout de l'armée, de l'administration. Ils ont très mal vécu ça. Son père, il va décider très tôt à se déplacer de son village pour aller à Tanta, dans une autre ville. Il va rencontrer la mère de Mohamed Abdou. Il était polygame, donc il avait une femme, mais il a décidé de se marier une deuxième fois. Et là, on voit aussi après, on peut comprendre pourquoi Mohamed Abdou a pris position sur la polygamie. Je vais y revenir après, parce qu'il a une fatwa novatrice. Il interdit clairement la polygamie, mais pourquoi? C'est bien de voir comment il a conçu ça. Ensuite, donc, Mohamed Abdou, il détestait, là je vous raconte un peu l'histoire. Mohamed Abdou détestait les études. Il voulait être paysan. Il s'est marié à l'âge de 16 ans. Son père, il a fait, vous savez, dans les grandes familles, on a même, au Maghreb, on a parfois ça. Quand tu as beaucoup d'enfants, plusieurs enfants, ils décident qu'un parmi eux, celui-là, il va faire des études. Les autres, ils vont reproduire un peu la classe sociale de leur père ou de la famille, mais un d'entre eux, il va faire des études, et généralement des études religieuses, pour le baraka. Et donc, le père de Mohamed Abdou, il s'appelle Abdou Hassan Khayrallah, il va décider que son petit, le dernier, Mohamed, le fils de Janina, il va se consacrer aux études. Donc, il l'inscrit dans le Kutab, il commence à apprendre le Coran,
Mohamed Abdou, vite fait déconcentré, mais très intelligent. Il dit, voilà, j'aime pas l'ambiance et comment on m'enseigne. Donc il lui dit, je vais te ramener, je vais te faire du soutien scolaire. Quelqu'un à la maison spécialement pour toi. Donc 2 ans, à l'âge de 9 ans, il apprend encore un par cœur. Et son père, il décide de l'envoyer à Tanta, à l'école Ahmadi, Jam' al-Ahmadi. C'est la filiale, enfin l'annexe de l'Azhar à Tanta. Et il avait son grand frère Mujahid, c'était un alf tajwid, un récitateur du Coran, spécialiste des règles du tajwid. Et donc il apprend avec lui un peu, il maîtrise parfaitement la lecture du Coran. Et ensuite, donc, il s'inscrit dans le parcours des études. 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout du 6e mois, Mohamed Abdou décroche, commence à en avoir marre. Il le dit dans sa biographie non achevée, lui il parle de ce moment-là, il a dit « J'en avais marre d'apprendre par cœur et bêtement des choses que je ne comprenais pas. » Et lorsqu'on posait la question au professeur, il ne prenait même pas le temps d'expliquer. Il dit « C'est comme ça. » Et donc moi je ne comprenais pas ça, tout ça, ça ne sert à rien. Au bout d'1 an et demi, il arrête les études. Il revient, donc c'est là où il se marie, à l'âge de 16 ans à peu près, et il dit à son père « J'en ai marre des études, je veux être paysan avec toi. » Il lui dit « Pas question, tu passes un petit moment avec nous, tu rentres une autre fois à Tanta auprès de ton frère pour voilà, faire continuer tes études. » Mohamed Abdou, il rentre, mais au lieu d'aller chez son frère Mujahid, il va fuir, il va fuguer quand même. Il va partir chez son oncle paternel, c'est Cheikh Khidr Derwish. Et le Khidr Derwish, c'était un commerçant très gentil que Mohamed Abdou avait l'habitude de voir, et il appartenait à Tariq Sanoussia, libyenne. Et donc, comme il faisait le commerce entre la Libye et l'Égypte, et donc c'est là où il les a connus. Mais tellement il était passionné de lecture, donc il avait les petits livres. Vous voyez, l'Ad'iyah, le Ma'thurat, etc. Donc il commence à apprendre à Mohamed Abdou tout ça en marchant dans les champs. Donc ils chantaient ensemble, après ils récitaient un peu le Coran, après ils font des chants soufis, après ils font la prière ensemble. Donc c'est une autre pédagogie alternative, j'allais dire Montessori à l'époque. Et donc il y avait de l'autonomisation, il y avait de la responsabilisation, il y avait le respect du rythme de l'apprentissage de l'apprenant, etc. Et donc il applique ces méthodes-là inconsciemment bien sûr avec lui. Et Mohamed Abdou, à chaque fois, donc il aimait beaucoup les histoires. Et donc il a dit, il se fatiguait vite fait, il était un peu vieux. Et donc Abdou, il voulait continuer l'histoire. Et donc il prenait les livres pour lire. C'est comme ça qu'il a commencé. Son oncle est fatigué, il ne peut pas terminer l'histoire. Mohamed Abdou, jeune, impatient, donc il veut voir la fin, c'est quoi? Et donc il va commencer à lire. Petit à petit, à la fin des vacances de l'été, Mohamed Abdou est complètement transformé. Il dit, mon rapport au savoir a complètement changé depuis ce jour. Et donc lui-même, il prend l'initiative de rejoindre son frère Mujahid. Il réintègre l'école Ahmadi, commence à assister à tous les cours, à lire tous les livres, à corriger à ses professeurs, à enseigner aux élèves à l'âge de 18 ans, 19 ans à peu près. Et là, c'est bon, là, ils sont la saturation. Il dit, je ne peux pas continuer comme ça. Et comme il a pris un peu le rituel Sophie de son oncle, et donc il faisait le menem, voilà, dans le menem, voilà, il voyait des choses et tout ça, comme quoi on l'indiquait qu'il fallait partir au Caire. Il n'était pas sûr, mais il avait le hajj à l'intérieur, ça le travaillait. Et donc à un moment donné, il était en train d'expliquer un livre, l'Issajour à l'époque, c'est un livre de logique, le mantiq, à ses camarades, très difficile d'ailleurs. Après il a dit, il y a quelqu'un, il vient, et kana lahu shaklul majadib. C'est comme les marabouts, etc. Donc quelqu'un de pauvre. Il était en train de manger des bonbons. Après, il lui a dit Mohamed. Il lui dit oui, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit t'as vu, ce sont des bonbons du Caire. Elles sont trop bonnes. Trop bonnes, pardon. Et il est en train de manger. Mohamed Abdou lui dit est-ce que je peux goûter? Il lui dit ah non, mon ami. Celui qui veut goûter le fruit de quelque chose, il doit faire l'effort. Il part. Et donc Mohamed Abdou, pour lui, c'était comme un signe. Donc, il m'a dit, les bonbons du Caire, moi je cherche à goûter à ce fruit-là, donc découvrir un autre monde, etc. Je dois me déplacer. Et donc, il prend la décision, il termine son année, il va au Caire, et c'est là où il va rencontrer Jamal Din Afghani. Il s'inscrit vite fait à l'Azhar, mais ça ne marche pas bien, ça lui rappelait un peu ses anciens chirs. Il fréquentait un café juste en face de l'Azhar, et là, il voit un homme très charismatique, assis au milieu du café, en train de, je ne sais pas ce que je le dis ou pas, chicha, tranquille, voilà,
Et autour de lui, énormément de gens. Des gens de l'Azhar, des gens civils. Vous voyez, parce qu'il y a l'habit de l'Azhar officiel. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes. Et lui, il est en train de parler. Il entend de loin la musicalité de l'arabe. Et Mohamed Abdou, il était fan de langue arabe. Il aimait beaucoup ça. Et d'ailleurs, même quand il écrivait, c'est un maître dans la matière. Et du coup, il dit, ah, ça c'est intéressant. Après, il commence à se concentrer sur le discours. Et il dit, ah, là c'est pertinent. Donc c'est plus que la voix qui est portée et l'éloquence, mais c'est la substance de la pensée formulée. Il dit, mais c'est structuré, mais c'est documenté, mais je ne connais pas ces personnes-là. Il commence à citer l'Afghani des gens, etc. Et donc, il attend que quand tout le monde rentre, il vient le voir. Il se présente, je suis un étudiant à l'Azhar et tout. Il lui dit, oui, tu peux venir. En fait, un des majlis al-qahwa ouvert. Tu peux venir assister avec nous, j'explique des choses, etc. Et Mohamed Abdou commence petit à petit à fréquenter cet endroit-là. Il laisse tomber l'Azhar, il fait salat, il dit, je faisais ma prière et je vais au al-qahwa. Il va au café. Et là, il entend un nouveau enseignement de philosophie, etc. Et très intéressé, après, il commence à participer. Il commence à faire des lectures. Il proposait des lectures à ses étudiants. Et ensuite, Mohamed Abdou, tellement il était pertinent, Afghani, il a dit, celui-là, c'est pas n'importe qui. Il voyait en lui un potentiel. Et donc, il propose à un certain nombre d'étudiants d'aller le voir dans sa maison. Donc, c'est plus au café, mais il a dit, on va créer un cercle, au Sara, dans ma maison, où je vais vous expliquer un certain nombre de choses. On peut vraiment aller plus loin. Et en fait, ça va être la structure, la première, le noyau, on va dire, du Parti national libre. Parce que l'Afghan, il a toute une stratégie pour reconquérir le monde arabo-musulman. Et du coup, donc Mohamed Abdou va participer, tellement il était proche de lui, il l'incite à écrire et à publier dans le journal de l'époque, l'Ahram. Et Mohamed Abdou, à l'âge de 22 ans, il écrit son premier article. Donc l'Afghan, il avait cette tendance, donc il formulait des idées, il proposait un discours, et ensuite il demande à chacun de l'écrire avec son style, il le vérifie, le corrige, et ensuite il publie. Donc il incitait les gens à prendre position. Il fait comme ça Mohamed Abdou, très pertinent, il commence à prendre de l'ampleur, etc. Et ensuite, il décide vraiment de se concentrer sur les études de l'Azhar pour avoir le diplôme. Ça a pris à peu près, il avait 11 matières, 10 ans à peu près d'études, on va dire. C'est l'équivalent du doctorat, donc on appelle ça Shahadat al-Alamiya. C'est le 3e cycle. Et donc en fait, l'Azhar à l'époque n'y suivit ni rien du tout. C'est à toi de choisir tes livres, tes professeurs. Quand tu te sens prêt, tu te présentes à l'examen. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, on s'en fout. Quand tu maîtrises ça, tu passes, tu l'as, alhamdoulilah. Si tu ne l'as pas, tu redoubles. Ainsi de suite. Et les gens, ils passaient 13 ans, 14 ans, 20 ans, 15 ans, sans suivi. Mohamed Abdou, donc, du coup, il prend tout ça en charge. Il a terminé avec l'Afghani. Maintenant, il veut un diplôme pour commencer à travailler. Et donc, il passe devant les jurys. J'ai oublié de dire qu'à l'Azhar, il avait trouvé un conflit entre les savants. Il y avait la tendance traditionnaliste de Cheikh Alish, qui vont après créer l'association Ansar Sharia al-Muhammadiyya à un moment donné. Donc c'est plutôt des spécialistes du hadith. Donc, vous voyez un peu, pour ne pas dire des salafistes ou wahhabites, un peu cette tendance littéraliste, pour rester scientifique. La deuxième tendance, elle est plutôt sophie, donc c'est des gens plutôt doux. Et Mohamed Abdou, comme vu son tempérament, son vécu, il était plus proche d'eux, mais il ratait pas les cours des autres. Donc il assistait aux deux. Il disait pour m'armer, pour connaître un peu l'argumentation et tout ça. Mais il était très proche notamment de Tawil. Cheikh Tawil, il était très connu, et Suleiman Tawil. Et ensuite, donc, il passe, et malheureusement pour lui, la majorité du jury qui a composé pour la soutenance, le jury devant lequel il allait passer, c'était tous des littéralistes, sauf un, à l'exception d'un seul. Et heureusement qu'il était là. Et donc, on veut essayer de piéger Mohamed Abdou. Et donc, ils ont dit, il a plutôt le penchant soufi, etc. Donc, il faut l'attaquer sur l'aqida, voilà, les stratagèmes connus. Donc, on commence à lui poser les questions. Mohamed Abdou s'en sort. Donc, il voulait le diplôme. Donc, quand un brillant élève veut le diplôme, il peut te donner bida'atukum raddat ilaykum, il n'a pas de souci. Et donc, il disait sur ça, naqilul kufr laysa bikafir. Donc, quand tu dis que quelqu'un il a dit quelque chose, même si elle est contraire à la religion, tu ne partages pas forcément ce qu'il est en train de dire. Ça n'engage que lui. Là, tu es juste un support. Et donc, du coup, il connaissait un peu comment il réfléchissait. Il leur donnait que, voilà, qala Ahmed, qala l'imam Ahmed, qala l'imam Ahmed, etc.
Et à la fin, donc après une discussion, il voulait qu'il redouble. Pourtant, il a dit laqad nafaqana. C'est-à-dire, on sait que c'est pas lui. Il fréquente l'Afghani, c'est un philosophe. Voilà, il a des penchants sophis. On sait que il nous déteste. Et là, il est en train de nous servir que Ahmed bin Hanbal, c'est pas sérieux. Et donc, c'était d'une violence symbolique, c'est-à-dire, ils se moquaient d'eux, en quelque sorte. Et ils ont très bien compris ça. Et après donc cela, heureusement qu'il y avait un cheikh de l'autre tendance. Il leur a dit, on va le juger sur ce qu'il a dit. Les intentions, Allahu A'lam, voilà, on ne voyait pas qu'il se moquait de nous, il n'a pas dit ça clairement, il était respectueux. Donc, moi, je suis avec vous, je n'irai pas le PV. Si vous allez faire quoi que ce soit, je vais dénoncer ça, je suis prêt à aller très loin. Donc, il les a menacés. De peur de ça, donc, ils ont accepté, il a validé ces années. Et donc, dans le diplôme, on a les 11 matières qu'il a validées, donc toutes les sciences islamiques traditionnelles. Et ensuite, à la fin, il y a une mention. Généralement, aujourd'hui, on dit une mention très honorable avec les félicitations des jurys. À l'époque, c'était l'autorisation d'enseigner à l'Azhar. C'était ça la plus. C'est à cette mention directement, la haute distinction. Mohamed Abdou était classé donc deuxième sur l'ensemble de l'Azhar et on lui a autorisé d'enseigner à l'Azhar. Il était très content, il adore l'enseignement. Le premier livre qu'il va enseigner, à votre avis? Non. Ibn Khaldoun, Muqaddimat Ibn Khaldoun. Donc c'était le premier cheikh azharite qui va enseigner le Muqaddima al-Azhar. Elle était considérée comme de extra-scientifique, ilm ghayr shar'i, voilà, pour reprendre le... Et donc il y avait de l'histoire, de la sociologie, etc. Il va mener un combat dans ce sens. Mais voilà un peu le moment le plus important, je voulais le partager avec vous. Ensuite, donc Mohamed Abdou, vite fait, ils vont... créer le parti politique, ils vont être en alliance d'abord avec le Khediwi de l'époque, Ismail Bacha, après il va se retourner contre eux, parce qu'il a compris qu'il voulait une république. Donc très vite, il va prendre des distances. Il n'y avait pas que le Parlement, parce que c'était la première réclamation, c'est le Parlement, mais il a compris que c'était la République qui venait derrière. Donc dissoudre le parti, voilà, et ils vont décider de demander, comment on appelle ça, d'envoyer en exil l'Afghani, parce que Arfou huwa ras al-harba. Et donc, du coup, Mohamed Abdou, sans le vouloir, il va se retrouver le remplaçant de son cheikh. Parce que l'Afghani n'était plus là. On va prendre qui? Le plus brillant, c'était Mohamed Abdou. Et avant de partir sur le bateau, il y avait tous les élèves de l'Afghani en pleurant, etc. Il a dit, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où il y a celui-là, il a montré du doigt Mohamed Abdou, au Caire, moi, j'ai pas peur, l'Afghani est toujours là. Donc c'est lui mon représentant. À partir de là, donc, il va être le leader du courant réformiste. Et voilà, il a œuvré dans ce sens-là. Il va participer dans la révolution de l'Arabi, malgré lui, parce que c'était un réformiste, il n'est pas révolutionnaire. Et d'ailleurs, moi, je réponds, donc je vous laisse découvrir ça dans le livre, bien sûr, dans le détail. Le rapport entre l'Afghani et Abdou, ce n'est pas le rapport du maître et disciple, comme on le présente souvent. Ils étaient en désaccord sur pas mal de choses. Abdou, à chaque fois, j'avais des textes, je les ai même traduits en français, il réclamait un travail sur l'éducation. Il dit c'est essentiel pour nous, l'éducation, c'est l'enjeu majeur. L'Afghan, il lui dit, ya Mohamed, si tu n'as pas le ministère de l'éducation, comment tu vas réformer l'éducation? Il faut commencer par la politique. Et vous voyez le débat qu'on a jusqu'à aujourd'hui, commencer par le haut, par le bas. Depuis un siècle. On ne l'a pas tranché. La solution, c'est quoi? Il faut les deux en parallèle. Mais en même temps, il faut avoir une vision globale. Et moi, Allahu A'lam, ça, je commence à changer un peu mes positions. Il faut avoir confiance aux alliés qui se trouvent déjà dans l'État. C'est-à-dire ça, c'est une muraja'at même personnelle. Il ne faut pas être dans le refus systématique qui tu dis parce qu'on dit le système. C'est comme si c'était un bloc homogène où tout le monde est corrompu, non? Il y a des gens à l'intérieur, c'est des leviers sur lesquels tu peux ou avec lesquels tu peux travailler. Et ça, c'est à intégrer, parce qu'on a vu que même si, avec la révolution populaire, on le voit en Tunisie, hein, des gens sont sortis dans la rue, abat le pouvoir, etc. Qu'est-ce qu'on a eu? Une reproduction du système. Donc déjà, pour nous, c'est une leçon pour ma génération. Donc on se calme, premièrement. Deuxièmement, si tu n'as pas l'alternative, forcément les autres ils vont revenir. Troisièmement, dans l'État, il y a des gens qui peuvent t'aider. Et quatrièmement, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il ne faut pas juste, il suffit d'aller dans le sahat pour sortir avec des slogans et tu vas changer le cours de l'histoire. Ça ne se passe pas comme ça. Ça prend des années et forcément ça passe par le réformisme. C'est ma conviction. Mais un réformisme dans la méthode.
pas dans les idées. Ça, c'est une nuance. C'est-à-dire qu'il faut être pas radical, parce que je sais que c'est un mot, mais je vais dire intransigeant, on va dire ça comme ça. Être sur le principe et dans une vision à long terme, du dépassement de tout l'existant. Parce qu'il faut vraiment tout changer. C'est-à-dire tout la pensée, les structures et les rapports entre les humains. Pour le bien, bien sûr. La deuxième, parce qu'on peut changer vers le mal. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est trouver ces alliés-là, de nouer avec eux et d'essayer de faire avancer les choses de l'intérieur. Donc ça c'était l'idée de Mohamed Abdo. Et moi, je partage un peu ça avec lui, même pour notre époque. Donc, on doit être révolutionnaire sur les principes, entre parenthèses, réformateur dans la méthodologie, la mise en place. Parce que c'est des générations, il faut changer les mentalités, il faut éduquer la nouvelle génération, il y a des structures existantes, il y a des pouvoirs qui durent depuis très très longtemps. Et dans ce pouvoir-là, il y a des gens qui veulent changer. Mais après, tu as le bétana, tu as les gens qui sont autour. Et donc tout ça, tu le prends en compte. Et tu peux reproduire, et ça c'est un peu ma conviction profonde, c'est on peut même nous, c'est-à-dire les gens qui prétendent vouloir réformer et changer les choses, on peut être pire que ce qui existe. Donc pas d'euphorie ou de prétention déplacée, etc. Calme-toi ou dis à Allah protège-nous, parce que le pouvoir c'est pas facile. Hein. L'argent c'est pas facile. Quand il y a les enjeux où tu es démuni, où tu as le choix entre deux choses, on te tue symboliquement ou physiquement. Ou bien tu cèdes tu fais ce qu'on te demande de faire. Quand tu es dans cette situation-là, tu as une famille, etc., tu ne vas pas réfléchir de la même façon. Donc du coup, j'avais pas ça. Avant c'était abstrait, changement. Vous voyez le bouton là, ça on le fait. Si on est dans le pouvoir, c'est forcément ça va mieux. Même si tu as la majorité, c'est la leçon de l'Égypte. Même si on a la majorité par les urnes, tu ne vas pas gouverner. Ce n'est pas le peuple qui gouverne, mon ami. C'est la minorité organisée. Et généralement, c'est des... Et dans l'étranger, ce n'est pas les États-nations, c'est-à-dire ce n'est pas la France ou l'Amérique. Parce que même le peuple français, il a une autre élite qui le dirige qui n'est pas forcément française. Vous voyez? Donc, avec tout ce que je suis en train de dire sur le contexte, sur la mondialisation, il faut réfléchir autrement. Ça, je parle de ma génération. Il ne faut plus on change par le haut, par le bas. Est-ce qu'on commence par l'éducation, la spiritualité ou par le politique? Est-ce qu'il nous faut une structure globalisante ou un réseau de structures spécialisées? En fait, ça, c'est derrière nous. Ça, c'était les débats du XXe siècle. On est au XXIe siècle, dans le monde hyper connecté, mais en même temps, là où les lobbies, ils ont pris le dessus sur l'État-nation, il n'y a plus de démocratie véritable, et tout le monde est à la recherche de sa libération de ce nouveau capitalisme financier, y compris les États. L'État qui dominait les populations à un moment donné, aujourd'hui, il est à la merci de la finance internationale. Vous êtes d'accord avec moi? Les AAA, les notations, les agences. Donc du coup, le monde est bouleversé. On est dans une nouvelle phase. Et donc là, j'arrive un peu à ma conclusion, après avoir présenté Mohamed Abdo. Donc Mohamed Abdo, il nous propose bien sûr ça on avait fait, le deuxième point. Voilà, trois propositions très importantes. Dans le champ politique, il dit le refus de l'intervention des militaires dans le champ politique. Si on veut régler le problème dans nos pays, notamment dans l'ère arabo-musulmane, le militaire, il sert à deux choses très importantes dans la vie d'un pays. L'espionnage et le contre-espionnage. Autrement dit, il est là pour essayer de préserver la nation dans sa globalité. La police, bien sûr, elle va faire le travail avec les citoyens directement, dans les villes, les gendarmes à côté, donc on ne va pas refaire toute la structure, et les militaires par rapport au hudud et l'espionnage contre-espionnage. D'accord? Et donc, ça c'est très important. Mais en même temps, s'ils vont se mêler de politique, ça ne va pas marcher. Pourquoi? La logique militaire, c'est l'ordre. Je te donne l'ordre, tu exécutes. En politique, on débat. Parce qu'il y a plusieurs options possibles. Il y a des contraintes, parfois budgétaires, parfois culturelles, etc. Et donc, l'humain, il y a les symboles à respecter. Généralement, le militaire, il est dur. Pourquoi? Parce qu'il est formé comme ça. Il doit l'être. Mais voilà, donc, il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'en politique, même si ça dure un peu, le combat ou la guerre, même si j'utilise le mot guerre, ça va être avec des paroles. Même s'il y a une violence symbolique et tout ça, on peut la gérer à la rigueur. Mais avec les militaires, si à un moment donné on n'est pas d'accord, c'est pour ça que je vous ai montré cette image. Vous voyez? Eh bien, le tank va écraser la population. Et ça, c'est une problématique. Donc, il y a deux options. La première, c'est est-ce qu'on va proposer, et j'aimerais qu'il soit un débat entre nous sur ça, est-ce qu'on va proposer pour la réforme et pour le changement
au peuple de mettre en place, de s'organiser en milice, de s'armer? Est-ce que c'est ça la solution? Parce qu'il y a des gens, ils ont ça. Je parle maintenant de tout ce qui est terrorisme, etc. Même si je mets le mot entre parenthèses, il faut le déconstruire. Parce que parfois, c'est à géométrie variable. Je rappelle juste que Yasser Arafat, à un moment donné, était terroriste. Mandela était terroriste. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Donc, qui décide qu'on est terroriste ou pas? Mais après, sur l'acte lui-même, quand on tue des innocents, etc., qui est condamnable, bien sûr, je parle de ça. Donc, est-ce qu'il y a des milices? Donc, il faut armer la population pour faire face au despotisme, pour faire le changement, ou bien on va proposer on n'y peut rien, subis ton sort et on ne peut pas changer. Allah ghalib, c'est comme ça. Et on rajoute dans tous les drapeaux nationaux Allah ghalib, Allah ghalib. Est-ce que c'est ça la solution? Ou il y a une autre voie, laquelle? On est dans cette problématique, on n'a pas encore réglé ça. Ça fait un siècle aussi. Donc vous voyez comment les problématiques. Là je fais exprès, donc vous voyez, on dirait qu'on est en train de parler de ce qu'on est en train de vivre. Mais ça, c'était la problématique de Abdou, le rôle des militaires. Et donc, lui, il était contre, bien sûr, et il y a toute une argumentation là-dessus. Ensuite, dans le champ politique, c'est l'un des premiers qui a vraiment mettre l'accent sur la notion de l'hurriya, la liberté. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup, la notion de liberté. On trouve beaucoup la justice dans la littérature musulmane, même historique, classique. Et l'adl. On parle beaucoup de ces deux-là. Mais l'hurriya, souvent, tu dis l'hurriya, ils pensent, voilà, la femme, elle va se mettre en mini-jupe, elle va enlever son foulard, on va voir les films du n'importe quoi, on va permettre des choses. Pour eux, c'est la permissibilité, c'est voilà, le laxisme, etc. Dès que tu dis l'hurriya. Alors que c'est une notion fondamentale. Il n'y a pas la ilaha illallah sans l'hurriya. Il te donne la possibilité déjà de croire en lui ou de ne pas croire. Et donc là, il a un avis très, très intéressant, toute une réflexion, ça peut vous intéresser, elle est dans le deuxième chapitre, dans le troisième, dans le livre sur la laïcité. Et donc, on appelle ça la sécularisation, le processus de sécularisation. Et donc, Mohamed Abdou, à un moment donné, il fallait qu'il penche sur cette question-là. Quelle est la nature du pouvoir en islam? Voilà, entre la concertation des nidam chouri, madani, civique, ou bien despotique, ou bien autocratique, ou bien théocratique, etc. Donc toutes ces problématiques qu'on a jusqu'à aujourd'hui, notamment avec Daesh et la clique, ça s'est posé, le khilafa, etc. Et donc le livre qui va paraître en 1925 de Ali Abdel Razak, l'Islam wa usul al-hukm, l'usul al-hukm fi l'Islam, c'est ça, hein? Usul al-hukm fi l'Islam. Il parle de la nature du pouvoir où il dit le khilafa c'est humain. Enfin, c'est un concept historique et non pas théorique. Autrement dit, il ne faut pas canoniser le khilafa. En d'autres termes, le khilafa, ce sont les humains qui ont décidé à un moment donné, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de trouver une solution pour gérer les affaires publiques. Ils ont proposé un khalifa, un parmi eux, qui va gérer et on a appelé ce système-là le khilafa. Donc il n'est pas islamique. Vous comprenez? Mais il n'est pas contre les principes de l'islam en politique. Parce qu'il n'y a pas un système islamique. L'islam n'est pas venu pour nous dire comment on doit nous gouverner dans le détail. Est-ce que c'est un régime parlementaire ou monarchique ou républicain? Est-ce qu'il est parlementaire, présidentiel? Il ne rentre pas dans ce détail-là. C'est à nous de gérer l'umma. Antum a'lamu bi shu'uni dunyakum. Et d'ailleurs, il a fondé, ça c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à partir de là, Ali Abdel Razak, il va aller dans la continuité de Abdou pour dire, en fait non, c'est aux humains de choisir le meilleur modèle. Et aujourd'hui, les gens ont constaté que la démocratie, c'est le meilleur des modèles. C'est-à-dire la concertation du peuple, qu'on peut améliorer. Parce qu'on peut le critiquer de l'intérieur. Contrairement à la dictature. Donc voilà des réflexions. Mais bon, le détail, je ne peux pas tout vous dire, bien sûr, vous pouvez le trouver dans le livre. Ensuite, sur le plan social, donc j'ai choisi une autre image. Donc ça c'est, vous voyez, donc il y a no plus dollar égale yes. Et donc l'idée c'est quoi? C'est Mohamed Abdou lui-même, il était confronté à ça. Quand il avait fait l'analyse, il avait produit 2 documents très importants quand il était en exil, quand il avait quitté l'Égypte, pour réformer l'enseignement dans l'Empire ottoman d'une façon générale, et un autre pour réformer l'enseignement à l'Azhar. Donc, Ta'lim al-Qutr al-Misri ou al-Qutr, c'était Souris à l'époque, mais lui il était au Liban, à Taraboul justement. Et donc il a dit, on a un grand problème au niveau de l'éducation, il faut réformer tout le système de l'enseignement. Parce qu'avant, tout ce qu'on proposait, c'était le changement des programmes.
et les conditions matérielles enfin, des classes, etc. pour les élèves. Mohamed Abdou, c'est l'un des premiers, les pionniers, qui va proposer un changement dans l'enseignement des enseignants, la formation des enseignants. D'abord, on commence par ça, parce qu'il a vu que, il a dit dans le rapport, même si les programmes sont médiocres, et même s'il y a beaucoup d'élèves dans la classe, si tu as un bon prof, il va s'en sortir. Mais si tu as un mauvais prof, même si tu as le meilleur des programmes et tu as un nombre réduit d'élèves, il va faire une catastrophe. Et donc, première chose, c'est former, éduquer celui qui va éduquer. C'est ça l'idée de Mohamed Abdou. Et d'ailleurs, il a dit non seulement le prof, mais le papa et la maman. Parce qu'avant d'arriver à l'école, l'enfant, il fréquente aussi ses parents. Et il a vu qu'au niveau des parents, il y avait beaucoup de problèmes. Et donc, il va proposer une refondation du système où on ne va pas reproduire les inégalités sur le plan social, mais aussi de cette formation et le fait d'inclure les familles dans le processus de l'école, de l'enseignement, du système éducatif plus généralement. Très intéressant, c'est d'actualité, pourtant ça date d'un siècle. Donc ça, c'était sur la réforme de l'éducation. Ensuite, pour terminer, donc je vous ai choisi cette photo-là. C'est par rapport à l'actualité. Et donc, il a travaillé sur le plan religieux. Il y avait une fatwa très importante sur les femmes musulmanes. Donc, c'est l'un des premiers aussi à mettre ça vraiment en exergue, en évidence. C'est le fait de distinguer entre les textes et les contextes. Et il avait dit, dans la conception qu'on a de la femme, et du coup, tout le fiqh qui a été produit là-dessus, il y avait ce mélange-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un certain nombre d'hommes, issus d'une certaine culture, ont proposé des fatwas qui vont à l'encontre de la femme, parce que la femme, dans ce contexte culturelle et historique, elle était opprimée, elle était méprisée, elle n'était pas respectée. Et donc, du coup, si on distingue entre les deux, on va voir que dans les textes de l'islam, il y a la possibilité de libérer la femme et non pas de l'enfermer. Et donc, il va commencer à proposer des fatwas, essentiellement pour permettre l'accès aux études pour les filles, ce n'était pas le cas à l'époque. Il a même participé à créer un waqf qui va financer des écoles pour les filles. Et il avait demandé à Nazli, Amira Nazli, qui était la sœur de Hilmi Basha, le khalife de l'époque, qui fréquentait son club justement, il lui a dit, au lieu de nous réunir, nous, les intellectuels et les gens cultivés, et tu dépenses beaucoup d'argent pour la boisson, les jus, les gâteaux, vaut mieux dépenser votre argent dans l'instruction des filles. Et elle va faire pression sur son frère pour avoir des donations et des dotations spécialement pour les filles. Ils vont commencer à construire des écoles qui vont être reprises ensuite par Hassan al-Banna d'ailleurs. Il va faire la même démarche à un moment donné aussi avec son mouvement des frères musulmans. Donc ça c'était la deuxième partie, enfin l'éducation. Ensuite sur les mariages, que ce soit les mariages forcés ou les divorces. Et donc là, c'est l'un des premiers, il était qadi, à un moment donné, il est devenu un juge. Et donc, il va décider de mettre des règles. Parce qu'à l'époque, il suffisait de dire 3 fois antitalaq, c'est bon, on actait ça. Et donc, Mohamed Abdou, il dit non, la talaqa inda al-ghadab. Enfin, on ne prend pas en compte, parce que généralement, on est en colère et tout ça. On n'est pas raisonnable, on n'a pas toutes nos capacités intellectuelles et psychologiques. Il faut passer par l'administration. C'est-à-dire, tu veux divorcer, d'abord on va tenter une réconciliation, donc il y avait les 3 étapes, et ensuite on va envoyer quelqu'un d'autre pour essayer de gérer ça, si on n'arrive pas, et c'est les deux parties doivent être d'accord sur l'issue, c'est-à-dire gérer là après le divorce. Parce que le divorce c'est un moment, mais ensuite, pour les enfants, pour le nafaqa, il faut se mettre d'accord sur tout ça pour prononcer le divorce. Et donc, du coup, on a vu, les études ont montré qu'au bout de 3 ans, après l'application de la réglementation de Abdou, les divorces ont chuté, je crois, de 30%. Il y a une enseignante-chercheur en Égypte, elle avait fait ce travail sur les questions de femmes, pour dire à quel point ça a été bénéfique pour les femmes de l'époque, même pour l'éducation. Et pour terminer sur la polygamie, donc Abdou, une femme, elle lui pose la question, quand elle était grand mufti d'Égypte, Cheikh, qu'en pensez-vous de la polygamie? Donc il dit la yajouz. Donc c'était le mot technique qu'il avait utilisé. Il a dit ta'addud la yajouz. Après il explique dans sa fatwa pourquoi la yajouz. Il a dit quand on va prendre l'ensemble du Coran, on va trouver 2 moments qui parlent de ça. Donc voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit le verset, enfin le signe coranique? Il dit وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, si vous avez peur de ne pas être juste, gardez une seule ou suffisez-vous à une femme. Et donc Mohamed Abdou il a dit al-adl shartul mutlaq wa huwa shartun
مادي حسي معناها c'est par rapport à pour subvenir aux besoins de la famille عاطفي. Et ça, il va à l'encontre de fiqh, vous connaissez un peu, parce que même les savants qui, pour expliquer ça, parce que c'est vrai que ça existe dans le verset, ils disaient al-adl huwa al-adl maddi, c'est-à-dire il faut être juste envers les enfants et la femme par rapport aux subventions, enfin il faut subvenir à leurs besoins. Abdou il dit non. Et après il dit pourquoi? Parce que az-zawaj, en islam, le mariage est basé sur le mawadda wa rahma, la tendresse, la clémence et l'amour. Et à partir de là, le plus important dans le mariage, dans le rapport entre l'homme et la femme, c'est même pas le côté matériel. Même si on est pauvre, Allah Azza wa Jalla yarzuqhum, c'est pas un problème. Le plus important, c'est cette relation d'amour. Et donc, al-wijdani aham min al-maddi. Vous comprenez un peu la logique. Donc, du coup, il a dit, fal-adlu idhan, là il revient, c'est le faqih qui le dit, shart al-mutlaq, mush nisbi. C'est-à-dire, si tu peux le... Non, mutlaq. Et après, il dit, dans un autre verset, Allah, il dit, walan ta'dilu bayna an-nisa'i walaw haristum. Il a dit donc qayyada shart, c'est bon. Maintenant, à partir du moment où tu as eu ce shart al-mutlaq, après tu as eu taqyid, l'itlaq هذا كراح. يعني حتى s'il y avait un côté itlaq, c'est bon, il n'existe plus. Même si tu vas faire tous les efforts, tu pourras pas. Donc les hommes, calmez-vous. Et toujours quand je dis ça, j'ai toujours des hommes, tu nous as trahi, Ramzi. J'ai dit, c'est Mohamed Abdou qui le dit. Après, pour être complet sur le sujet, il précise que dans les moments de guerre, quand il y a des guerres, ou quand il y a quand la femme est stérile, il y a une possibilité d'avoir une dérogation. Mais la règle, donc ça va être l'exception pour Abdou, mais la règle, ça va être le fait de l'interdire. Et après, donc, il rentre dans l'argumentation sociale. Il parle même de son vécu à un moment donné, mais ça n'a pas été rédigé, mais je l'ai trouvé dans d'autres livres. Donc lui, il parle de la souffrance qu'il avait. Il disait que dans le village, il y avait des papas, ils ne connaissaient même pas les prénoms de leurs enfants. Tellement ils ont 4 femmes, je sais pas, 12, une vingtaine. Après, donc, ils n'arrivent plus à... Et comment les enfants, parce que Abdou fréquentait plutôt les enfants, comment ils vivaient ça? Il dit Abouya ma yaraf ismi. Yawala, il s'appelle Yawala. Voilà, enfant. Voilà. Et donc, du coup, il a vu, même lui, comment il voyait sa maman et ses demi-frères, etc. Comment ils ont vécu ça. Il a dit, mais c'est la famille, c'est pas pour avoir ce type de rapport entre eux. Normalement, c'est la solidarité, c'est les liens. Bref, donc ça, c'est... Et donc, on a récupéré ça pour lui. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, on se pose des questions sur des choses très importantes. Voilà, donc j'arrive à ma conclusion. Très concrètement, j'en ai pas mal parlé sur comment Mohamed Abdou continue à nous influencer. D'abord par l'héritage qui a été récupéré par les islamistes et les laïcs, donc qui sont encore dominants dans la scène du débat dans l'ère arabo-musulmane. Mais pour nous, ce qui nous concerne très concrètement, c'est ça. Ce que moi, je retiens de Mohamed Abdou et qui est valable pour nous au XXIe siècle, c'est ça. Premier point, une triple prise de conscience. Donc, première prise de conscience, il faut que nous soyons clairs. Aujourd'hui, le réformisme a échoué. Premier point. Ça, c'est les conclusions. Deuxième point, cet échec est dû à des raisons multidimensionnelles. Mais essentiellement, aujourd'hui, comme le contexte a radicalement changé, il ne nous faut pas proposer une réforme ou un changement qu'au niveau du détail. Il faut monter d'un cran pour interroger les paradigmes, c'est-à-dire les cadres dans lesquels et par lesquels on pense les choses et on met en action. C'est-à-dire l'ensemble de la pensée ou les pensées. Deuxièmement, l'aspect des organisations et comment on est en train de mener ça sur le terrain. Et troisièmement, le rapport qu'on a entre nous et avec Dieu et avec la nature et avec les autres. Donc tout ça, c'est ça le paradigme en fait. Il regroupe les trois. Après, je vais le dire de façon beaucoup plus claire. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une ère de globalisation où le peuple de plus en plus se sent opprimé. Le sujet est conscient de lui-même, il veut contribuer à un changement. Comment le faire? On est encore dans cette phase entre deux, à la recherche d'eux. Donc c'est flou, c'est pas encore clair. Mais il y a forcément une génération qui va prendre les rênes à un moment donné, et on est face à deux scénarios, deux tendances. Ou bien le scénario qui va essayer de reproduire, il va juste réformer justement redonner une forme, mais il garde en substance toutes les problématiques qu'on est en train de voir depuis un siècle qu'on n'arrive pas à régler. Sur le plan d'humanité, je ne parle pas que des musulmans. Ou une autre génération qui va essayer de prendre conscience de l'ancien
J'essaie de contribuer modestement et de dépasser, mais pour proposer quelque chose vraiment d'autre. Et ne pas reproduire inconsciemment les schémas dominants de ce qui existe. Parce qu'il y a ce risque. Quand tu n'es pas conscient que tu es malade et tu vas dans un endroit alors que tu peux contaminer tout le monde. Parce que tu ne savais pas que tu avais cette maladie. Mais quand tu es conscient, à un moment donné, ou bien tu vas envoyer quelqu'un qui va être là-bas pour faire le travail à ta place, tu délègues. Ils ne vont pas tomber malades, c'est juste une image pour illustrer le propos. Ou bien tu vas te soigner d'abord et ensuite tu vas aller rencontrer les gens. C'est très important. Deuxième, et donc du coup, l'héritage est à critiquer et il doit remplacer l'imitation. Donc c'est toujours d'actualité. Mohamed Abdou a voulu lutter contre l'imitation des anciens et on en est toujours à là. Donc du coup, il faut comprendre que l'ancien, c'est de l'ancien. Ça a été valable pour une époque, ça n'est pas forcément valable pour nous. Mais en même temps, il ne faut pas être dans la critique systématique. Vous comprenez? Donc s'il y a des choses qui sont encore valides, et on va les prendre. Et donc il ne faut pas perdre son temps à refaire des choses qui... Enfin voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ce qui me vient à l'esprit. S'il y a des choses qui marchent, on peut les prendre. Deuxièmement, l'Occident pour Abdou est à la fois dominateur et source d'inspiration. Moi j'ai pris tout le... la conclusion des éléments clairs. Troisième point, il y a toujours une place pour la religion dans le projet de renaissance. Et ça, c'est toujours d'actualité. Mohamed Abdou, tout ce qu'il a fait, et voilà, il avait peur que la nouvelle génération qui va aller à Dar al-Ulum, fréquenter d'autres écoles que l'Azhar et tout, elle va dire, mais de toute façon, c'est une religion rétrograde, on n'a pas besoin de ça. Ça a servi un jour, mais là, aujourd'hui, il faut suivre la modernité, etc., l'occidental. Et donc, on voit déjà les conséquences de ça, que même en Occident, ça ne marche pas. Il faut changer. Et donc, il faut toujours garder en tête comment on peut redonner une pertinence à notre religion. Ensuite, donc ça je l'ai déjà dit, Mohamed Abdou toujours présent dans notre pensée et notre façon de faire, dans le clash qui existe idéologiquement et politiquement parlant entre les islamistes et laïcs. Et c'est la photo un peu de la couverture que j'avais mis à la couverture de mon ouvrage. Donc vous voyez, donc Mohamed Abdou, il y a deux que se réclament de lui. Il y a Qasim Amin, voilà, qui est sur le côté avec la moustache, et il y a Rachid Rida. Rachid Rida sur... Comment? Le Kawakibi, oui. Ils font partie de la même école. Voilà, mais Kawakibi, c'est presque comme Abdou. Voilà, tout à fait. Et on ne le considère pas comme un disciple de Abdou. Donc c'est vraiment, ils se considèrent eux-mêmes comme des disciples. C'est dans ça. Je parle de la continuité. Kawakibi ou l'Afghani, ils sont égaux, on va dire, de Abdou. Voilà, c'est des pères fondateurs. Voilà, exactement. Et c'est un peu l'aile libérale, on va dire. Alors que Rachid Rida, on va voir voilà, les premiers penchants vers un islam politique, entre parenthèses. Hassan al-Banna, bien sûr, c'est lui qui va continuer ça avec le Qaradawi ou le Ghazali, ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a bien sûr Ahmed Salama. Après, il y a aussi Taha Hassin et les autres. Et donc, du coup, quand on va lire ces gens-là, ils vont dire on est les héritiers de Abdou, sauf qu'ils sont en conflit entre eux. Alors que normalement, ils ont le même shir, entre parenthèses, Nafs al-Marja'iyya. Donc, ça pose une question. Et pour terminer, donc pour dépasser à la fois, moi c'est ce que je propose, pour dépasser le réformisme et le modernisme, c'est-à-dire l'idéologie moderniste, le matérialisme, etc., il nous faut un triple ijtihad. Ça, c'est à nous de faire ça, sur le terrain et par la pensée. Donc, un ijtihad d'ordre ontologique, il faut revoir la conception qu'on a de l'homme et de la femme et de son rôle dans ce monde, premièrement. Deuxièmement, un ijtihad d'ordre épistémologique, réformer l'ensemble des savoirs qui existent en allant dans le sens de la pensée complexe d'Edgar Morin pour les sciences humaines et sociales, mais aussi il faut revoir le darwinisme social, voir la paléontologie, sur tout ce que Darwin avait proposé, etc., pour aller vers une vision plutôt créationniste, surtout avec la problématique écologique. Donc tout ce qui est connaissance et savoir, que ce soit les sciences islamiques traditionnelles ou les sciences humaines ou sociales et les sciences cosmiques, il faut dépasser tout ça, il faut les retravailler. Et pour terminer, il nous faut une nouvelle axiologie, un ijtihad d'ordre axiologique, ça veut dire tout ce qui concerne la morale et l'éthique. Quels sont les principes qui vont en bas. L'échelle des valeurs, il faut la refixer. Il ne faut pas jouer avec les valeurs. Ce n'est pas géométrie variable. La justice, comment on va la définir au XXIe siècle? La liberté, comment on va la définir? La fraternité, l'égalité, le respect d'autrui, le partage. Parce qu'aujourd'hui, l'amour, parce qu'au nom de l'amour, on peut faire tout passer. Voilà. Donc, il nous faut ça. Et je pense que dans le Coran, l'exemplarité du prophète et l'ouverture sur l'ensemble des sources d'informations dans un contexte globalisé et un travail collectif, un ijtihad jama'i, on va pouvoir relever le défi de passer ce que j'appelle moi le post-réformisme
donc de dépasser le réformisme. Et je propose pour le remplacer un paradigme, un nouveau paradigme que j'ai baptisé la globalité inclusive, al-ihata ad-damija, c'est-à-dire qu'il faut à la fois voir global, mais agir local, pour reprendre ça, et d'une façon qui distingue, mais qui relie. On ne distingue pas pour dissocier. Et on n'est pas dans le partiel et le partial. On est dans le global, on est dans le long terme, on prend le temps long, on prend l'être humain dans sa globalité, pas une partie de lui, on prend le monde dans lequel on vit dans sa globalité, pas des petits dépensements sur les petites plaies, etc. Donc il nous faut un changement d'ordre paradigmatique qui s'appuie sur le Coran. On doit l'humaniser, enfin le proposer avec un regard humaniste et universel. Le Coran, ça parle à tout le monde. Ça commence par le Fatiha, l'ouverture, et ça se termine par le Nas, les gens. Ce n'est pas pour les musulmans, c'est pour tout le monde. هذا والله أعلم وأعلى وأحكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.